tout le monde, bonjour la francophonie, le Canada, la Côte d'Ivoire, la France évidemment, et tous les Français autour du monde qui nous rejoignent ce soir. Je suis très très heureux d'être là avec vous et de vous parler de nos dernières découvertes et de où on en est. Et on a plein d'événements à vous décrire et à vous commencer ce chemin avec vous, cette transformation avec vous. Et ça fait presque 5 ans que je vous parle d'un papier sur lequel je travaille et finalement j'arrive à ces conclusions pour l'unification de la physique et je suis en pleine transformation dans mes entreprises et dans mes structures et j'ai très très hâte de vous en parler et d'interagir avec vous et on commence une nouvelle phase de développement auquel je vous invite à participer avec nous, à discuter avec nous, à transformer avec nous et à évoluer avec nous. Et donc, on peut commencer cette discussion avec quelques mots de notre CEO. Elle ne parle pas encore le français, elle travaille là-dessus, alors il va avoir des sous-titres. Mais je suis très excité de vous présenter Sarah Astol, notre CEO, qui va vous dire quelques mots à propos de notre transformation au niveau de notre business et de nos entreprises. Bonjour, je suis Sarah Astols. Thank you to all of you joining us live and to you tuning in later to our recording. I'm the Chief Executive Officer of our organizations, and I'm here with Thibaut Verbest, our Chief Legal Officer. Bonjour, mon nom est Thibaut Verbiest, je suis avocat et directeur juridique de l'ASF. Je suis là pour partager des nouvelles sur un programme que nous allons lancer bientôt. You know our organizations as the Resonance Science Foundation and Taurus Tech. We are excited to announce that we are taking these companies to the next level. Introducing the International Space Federation. The International Space Federation, or ISF, stands on the shoulders of all the companies that came before it. It brings together the education, research, and technology developed over the past 35 years through physicist Nassim Haramein and his team of scientists and engineers. ISF marks a new step in human evolution. A deeper understanding of the nature of reality through the unification of physics and science generates a direct engineering path to significant energy production, from the structure of quantum vacuum fluctuations to the alteration and control of the space-time curvature to yield gravity control. ISF is the first space agency dedicated to the development of these liberating technologies that will birth humanity into a new way of interacting with nature at the most fundamental level and bring us to a sustainable world with true space-bound capabilities. Imagine a world that doesn't depend on fossil fuels and having access to unlimited off-planet resources. Je suis très content aussi de pouvoir vous annoncer le début de ISF, International Space Federation, qui est notre structure maintenant internationale située à Genève et qui va nous emporter dans ce prochain panneau de l'évolution de ce travail. Nous avons trouvé des trucs fantastiques. On a trouvé des façons de décrire la physique de la réalité, des forces, de la matière, de notre expérience dans la matière, de notre relation avec la matière qui nous amène à des très hauts niveaux de transformation et d'évolution pour notre technologie, mais aussi pour notre conscience, pour être capable de comprendre mieux notre relation avec l'univers, notre relation avec nous-mêmes, notre relation avec les autres. Et c'est une transformation mondiale qui se passe quand on comprend plus profondément la nature de la réalité, la nature de notre existence sur cette planète. Et je suis très heureux de vous présenter
mes collègues dans cette grande aventure qui ont été là à m'accompagner. Dans le cas d'Olivier Allérol, docteur Allérol, qui est là depuis presque 7 ans. Tu veux t'introduire au public? Bonsoir à tous. Alors moi c'est vraiment une belle aventure. J'ai fini mon diplôme d'ingénieur à l'ESPCI pour ensuite faire une thèse au commissariat à l'énergie atomique à Grenoble. Et en 2016, j'ai eu la chance de rencontrer Nassim, et depuis, c'est une aventure qui a toujours été très intense. On est passé de l'archéologie à la physique fondamentale, et depuis ces 7 années, ça s'est jamais arrêté. Oui, ça a brassé. On a fait beaucoup de travail. On a travaillé dur. On a fait beaucoup de physique, beaucoup d'équations, des cahiers pleins d'équations. Et on a trouvé des fils très directs et très profonds de la nature de la réalité. Oui, et une des grosses surprises quand on vient d'un cursus très standard, très universitaire, c'est qu'on se rend compte que des concepts qui semblaient être simples et maîtrisés, ou même au contraire des concepts qui semblaient être très complexes avec des formalismes mathématiques très compliqués, en fait au final, une fois observés sous le bon angle, se révélaient extrêmement simples, quoi, et très limpides, quoi. Oui, et très précis. Et très précis, ouais. Ouais, c'est remarquable. Moi, je suis toujours étonné à partir de où j'ai commencé à faire la physique et les concepts que j'ai élaborés quand j'étais seul à faire ces élaborations. Je n'ai jamais cru qu'on arriverait à quelque chose de si simple et beau et précis. Et je me disais, c'est quelque chose comme ça, vous voyez, ça marche un peu comme ça, mais la précision et la simplicité et la beauté des équations, ça me touche vraiment profondément. Ouais, c'est vrai que cette idée de simplicité, elle est souvent évoquée par des physiciens comme par exemple Leonard Susskind, où il disait quand on aura trouvé la solution pour l'unification de la physique, ça sera forcément quelque chose de simple et élégant. D'ailleurs, Frank Wilczek dit un peu les choses de la même manière. Et quand on est parvenu à la solution en 2019-2020, c'est vrai qu'elle était tellement élégante, tellement simple que ça paraissait évident que ça soit celle-là, mais ça paraissait aussi à la fois très étrange que ça soit aussi simple et que personne l'ait trouvé avant. Ouais. Et donc c'est là où on a commencé un long chemin pour vérifier que c'était la bonne solution, creuser et s'assurer que qu'on n'avait pas rêvé, quoi. Ouais. Et que c'était bien quelque chose qui fonctionnait et qui était en accord avec le reste de la physique qui est déjà très développé, quoi. Ouais. D'une façon, on pourrait dire que on n'a pas vraiment trouvé quelque chose de nouveau. On a réarrangé ce qui était déjà là. Hein? Voilà. Et beaucoup de choses qui étaient déjà là, hein, des grands de la physique et tout ça, c'était tout là, mais ça avait été souvent parce que ça a été découvert historiquement dans des périodes très différentes, et donc ça n'avait pas été raccroché ensemble nécessairement de la bonne façon. Ouais. Un vrai millefeuille. Un millefeuille. Et je suis accompagné aussi de Dr Cyprien Guermonprez. Désolé. Cyprien vient de nous rejoindre il y a quelques mois. Et alors ça a été la course pour tout assimiler. Tout le travail qu'on avait fait pendant des années. Ouais, très intense. Donc, je suis très impressionné. Je suis très impressionné. Merci. Ouais.
parce que les années que Olivier et moi on a dû discuter, tu les as assimilées. J'ai pu profiter de votre expérience, Ouais, effectivement. super. De la simplification de tous les concepts en fait que vous avez pu me transmettre. Donc moi peut-être pour me présenter en 2 mots, après des études scientifiques à l'école polytechnique et un master à Cambridge, j'ai fait ma thèse à l'IX en dynamique des fluides. Qu'on va retrouver après dans la théorie de l'unification de la physique. Et ce qui m'a séduit en fait dans le projet avec Nassim et l'ISF, c'était le fait d'aborder tous ces sujets de physique dont parlait Olivier sous un nouvel angle en fait. Et l'idée c'était pas de réinventer toute la physique, mais de faire les ponts qu'on n'avait pas eu lors de nos cours à l'école polytechnique ou lors de notre thèse de doctorat. Et pour moi, ça avait aussi du sens d'être un peu à cette limite de la connaissance, parce que dans cette limite et avec les nouveaux angles de vue qu'on étudie ensemble, tous les trois, c'est ce qui va vraiment nous permettre de développer les nouvelles technologies. Et ce qui me plaît aussi, c'est que dans ce travail-là, il y a aussi les avancées théoriques, mais aussi les avancées au niveau expérimental, qui se nourrissent les unes les autres tout au long du projet. Oui, avec des conséquences signifiantes. Désolé du mot français, significatif. Oui. Puis tu sais aussi, moi j'étais très excité quand tu nous as rejoints, que tu aies toute cette expérience sur les fluides dynamiques. Parce que D'ailleurs, c'est très surprenant qu'au niveau de la physique théorique fondamentale, on retrouve autant de similarités avec les écoulements des fluides que j'ai pu étudier lors de ma thèse. Oui. Moi, j'étais très excité de voir que tu avais ce background, mais aussi background en français, c'est cette expérience, mais aussi c'était pour nous encore plus pointu que tu aies fait la fluidique, parce que c'est exactement de ça qu'on parle. Oui, parce qu'en fait en microfluidique, donc c'est l'étude des écoulements aux toutes petites échelles. Il y a des rapports de force entre la tension de surface et de la viscosité. Et en fait, on se retrouve à étudier des mêmes types de phénomènes au niveau de la création de la matière et de comment est-ce que un proton va se créer dans la structure de l'espace-temps. Ouais, et donc c'était comme un ange d'humain qui nous arrivait, qui nous avait été envoyé pour nous aider, parce que Olivier et moi, on était plongés justement dans les équations de fluide, de circulation et des équations quand même assez simples, mais qui découlent d'une complexité assez grande, parce que par exemple, les équations de Navier-Stokes peuvent être très complexes, et aussi la relation avec l'espace-temps n'est pas évidente au premier regard. Donc, je suis très content d'avoir mes collègues avec moi ce soir pour vous présenter ISF et ce changement qui s'est passé dans ma vie et dans ma recherche, qui a à voir aussi avec un grand transfert de mes laboratoires des États-Unis à la Suisse et la France, et toute une nouvelle équipe qui se développe avec ça, et vraiment une poussée pour amener ces nouvelles compréhensions et ces nouvelles technologies à l'humanité, qui en a besoin à très très grande vitesse maintenant, puisqu'on arrive à un point culminant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si on écoute les nouvelles le soir, CNN ou les autres, en France, ce serait France 1, non? France. Et le monde a besoin
très fortement d'un nouveau chemin. Pour la production d'énergie, pour son interaction avec l'environnement, pour sa capacité de transcender des problèmes fondamentaux à propos de notre société. Et il n'y a pas beaucoup de solutions. Il n'y a pas beaucoup de possibilités qui sont offertes. Et alors qu'il y a des possibilités incroyables qui se développent et qui émergent de cette compréhension fondamentale de l'univers, qui est abondant de possibilités, qui est abondant d'énergie et qui peut complètement transformer notre monde. Alors, je voulais vous en présenter un peu de ces physiques qu'on a écrits, mais évidemment, si on rentrait dans les correlation functions et si on rentrait dans la physique très complexe, ce serait trop pour ce petit programme qu'on a aujourd'hui. Mais je voulais vous montrer les grandes lignes d'où on est parti avec la physique moderne, mais la physique d'Einstein, de Max Planck, la physique quand même il y a un certain temps, il y a 100 ans, et où comment ça s'est développé et qu'est-ce qui a manqué dans le développement qui a fait que les morceaux se sont pas nécessairement mis ensemble de la bonne façon. Et donc on a préparé une petite présentation et j'aimerais bien vous la montrer, mais aussi je voulais vous dire que cette présentation qu'on a fait, parce qu'on peut pas rentrer trop dans les détails, on l'a fait un peu avec les mains. Mais je vais vous inviter à passer un week-end avec moi de toute façon, plus tard, après que ce papier qu'on a préparé, qui est le premier papier d'une série qu'on va publier dans les semaines qui suivent, on passera du temps ensemble et c'est pour ça que je disais, on commence un début tous ensemble pour faire cette transformation pour l'humanité. Et donc, si on peut passer à ma présentation, ça c'est l'ISF et donc ça c'est le papier que en ce moment qui est en mise en forme et c'est un peu vous voulez parler un peu de comment on est arrivé à penser qu'on devrait faire ce papier, parce que moi je voulais tout mettre ensemble parce que c'est une théorie d'unification et ce sera tout ensemble dans un livre bientôt, mais je me suis rendu compte, que les papiers que j'avais publiés avant, surtout en parlant avec Olivier et Cyprien, pourquoi ils étaient pas nécessairement bien compris. Et parce que moi j'ai étudié indépendamment comme un autodidacte, j'ai étudié exactement ce que je voulais dans la physique et tout ça. Moi j'ai mis les morceaux ensemble qui étaient pas nécessairement évidents pour les autres physiciens à les mettre ensemble. Alors tu veux parler un peu de ça, Olivier? Alors, la première idée, c'est derrière ce premier papier, l'origine de la masse, c'est que lorsqu'on a repris les 20 années de travaux de Nassim à travers ces 10-12 papiers qu'il avait publiés jusqu'à présent, et puis on le remarque dès qu'on commence à les lire, hein, il y a énormément de concepts qui sont à la fois simples mais fondamentaux et qui sont clairement pas enseignés aux premières années d'université. Il faut vraiment être très très spécialisé pour commencer à mettre sur le doigt dessus. Et des concepts qui sont vraiment à la base de la solution de la masse holographique, par exemple. Ouais. Et un de ceux-là, par exemple, ça serait l'énergie du point zéro. Alors c'est quelque chose qui est maintenant un peu connoté parce que ça a été mis un peu à toutes les sauces, mais quand on reprend l'histoire de la physique,
et on lit tout simplement l'ouvrage de Max Planck qu'il a publié dans les années 1910, on se rend compte que que cette énergie du point zéro est vraiment fondamentale et que la mécanique quantique est basée dessus. Mais c'est que juste après, ensuite, ça a été mis sous le tapis parce qu'il n'y avait pas d'explication solide à l'époque pour expliquer pourquoi cette énergie du point zéro n'était pas visible à notre échelle macroscopique ou semblait ne pas être visible à notre échelle. Ouais. Et donc, sur ce premier papier, l'origine de la masse, on revient sur tous ces principes fondamentaux qui sont aussi bien l'énergie du point zéro, mais aussi la structure fondamentale du vide. C'est-à-dire, en fait, l'espace-temps. Qu'est-ce que l'espace-temps? Quelle est la nature de l'espace-temps? Et c'est pour ça que le papier s'appelle, en fait, l'origine de la masse et la nature de la gravité. Parce que l'espace-temps, c'est la gravité. C'est la gravité. C'est Einstein. C'est Einstein. Ouais. C'est les équations d'Einstein. Et là, on commence avec Einstein. Ouais. En fait, on est revenu à la base, en fait, pour essayer de comprendre c'est quoi l'énergie, c'est quoi la masse, et comment est-ce qu'on connecte les deux, et comment surtout elle est définie actuellement, parce que dans les équations de Newton, qui sont un peu les premières équations de la physique pour expliquer les masses et les mouvements, il n'y avait pas de définition de la masse. Donc on est dû revenir aux concepts fondamentaux pour essayer de proposer une nouvelle définition de la masse, et surtout pour comprendre comment cette masse apparaissait dans les équations fondamentales de la physique. Oui, et donc pour retourner au début, il fallait aussi retrouver donc cette relation entre la masse et l'énergie. Exactement. Qui était ce que Einstein nous a appris avec la relativité restreinte ou la relativité spéciale en français. Relativité restreinte. Restreinte, ouais. Et donc cette équation qui est très connue, en fait, elle vient d'un triangle. Hein? Donc, on retrouve un triangle comme un triangle Triangle rectangle. Ouais, un triangle de Pythagore. De Pythagore. Et on voit que Einstein, donc, avait fait une relation entre le momentum, comment on dit, l'énergie cinétique. Le moment cinétique. Le moment cinétique en français. Et l'énergie potentielle d'un système. Hein? Et donc, l'énergie potentielle et l'énergie cinétique sont représentées sur un triangle à angle droit et où l'hypoténuse est l'énergie totale du système. Et donc, ça amène à l'équation très connue que tout le monde a appris à l'école en deuxième année ou en première année, je sais pas. En France, peut-être en première année. Les Français, ils sont très précoces. E égale mc carré. Donc, c'est une équation d'équivalence entre l'énergie et la matière ou la masse. Et donc, cette équivalence est très fondamentale, très vraie, très belle, mais elle a une lacune très profonde, c'est que c'est E est non défini, M est non défini et C est non défini. C'est-à-dire qu'on a une équivalence entre trois termes qui ne sont pas définis. C'est-à-dire que on ne sait pas vraiment c'est quoi la masse. Hein? Donc, la masse, elle est mise comme assumée dans l'équation. Il y a une masse. Et cette masse, elle est multipliée par la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière, on ne sait pas vraiment pourquoi c'est la vitesse de la lumière. On ne sait pas pourquoi la vitesse de la lumière, c'est la vitesse de la lumière. On peut la mesurer. Et on peut la mesurer très précisément. On peut mesurer les masses précisément aussi.
Et on peut mesurer l'énergie très précisément. Mais parce que on ne sait pas c'est quoi la masse et pourquoi la vitesse de la lumière, c'est la vitesse de la lumière, on n'a pas un concept fondamental des mécaniques qui font l'énergie de l'univers. Vous voulez dire des choses là-dessus? Ouais, bah, ce qui est difficile, c'est que on a tous l'expérience de la masse dans notre vie de tous les jours. Mais c'est vrai que si on essaye de réfléchir à qu'est-ce qui a créé cette masse à l'origine, comment elle est apparue qu'est-ce qui nous constitue, là on a très peu de définitions. Même s'il y a des modèles théoriques qui sont très complexes, mais qui ont proposé certaines explications, elles restent encore insatisfaisantes pour relier tous les domaines de la physique. Ouais, ou pour décrire la masse fondamentalement. Par Par exemple, il y a le mécanisme de Higgs qui décrit la masse qui émerge justement d'un champ de Higgs, d'un champ de boson de Higgs, mais qui, quand est appliqué au proton, est déficiente de presque 99% de la masse du proton, qui n'est pas présente, donc ça prédit 1% de la masse du proton. Et donc, ce n'est pas complet, certainement pas complet, et c'est aussi pas clair d'où vient le reste de la masse pour le proton. Alors, tu veux parler de ça? Ce qui est d'autant plus surprenant, c'est que ce mécanisme de Higgs, donc qui est défini au niveau à l'échelle quantique, au niveau de la mécanique quantique, ne permet même pas de répondre à la question de la gravité à l'échelle quantique. Donc quelque part, ils ont trouvé la masse, mais on peut faire un peu le parallèle avec Einstein. Au départ, il a établi son équation E égale mc2 avec la relativité restreinte, sans considérer la partie gravité, quoi. Et donc là, de la même façon, avec le mécanisme de Higgs, ils ont retrouvé partiellement la masse à l'échelle quantique, mais sans éclairer par rapport au mécanisme lié à la gravité à cette échelle-là, quoi. Oui, et on peut aussi, puisque le proton est la masse des particules dans l'univers, c'est la masse des atomes dans l'univers, la baryonic mass, la masse baryonique de l'univers, et parce que l'électron est négligeable pour la masse de l'univers, on a encore un problème plus profond à propos de la masse. C'est quand on regarde l'univers et qu'on voit comment il interagit, on se rend compte qu'il manque en fait à peu près 96% de la masse de l'univers pour que l'univers se comporte gravitationnellement de la façon qu'on le voit se comporter. Et donc, non seulement on prédit que 1% de la masse des protons, mais après, en plus, quand on additionne tous les protons, on prédit que 4% de la masse de l'univers. Donc, le résultat n'est pas satisfaisant pour la compréhension de la masse. Il y a quelque chose qui manque fondamentalement dans la physique à propos de la masse. Et c'est ça qu'on adresse ici. Donc, il faut continuer parce que sinon on passe toute la nuit. Et je sais que vous êtes sur des créneaux très serrés. Donc, on continue. Donc, Einstein a essayé d'ajouter la gravité à son équation de base. Et ça, donc il a généralisé la théorie de la relativité restreinte et l'a appelée évidemment la relativité générale. Et il a rajouté donc la gravité à son équation pour essayer de comprendre mieux, parce que la masse, ça a une relation avec la gravité.
Et c'est parce qu'on a une masse qu'on colle sur la surface de la planète. Et donc, il a essayé de comprendre cette relation entre la masse et la gravité. Et il est arrivé à une conclusion que la gravité, en fait, ce n'est pas une composante directe de l'objet, de la masse de l'objet, mais que c'est en fait la structure de l'espace autour de l'objet qui courbe et qui fait cet effet gravitationnel. Donc, vous voulez parler de ça un peu? Oui, bah en fait, donc là on a remis les équations de la relativité générale d'Einstein. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une équation avant tout géométrique, avec donc à gauche de l'équation des termes assez compliqués pour expliquer la géométrie de l'espace-temps. Donc c'est les petits traits blancs qu'on voit sur l'image au-dessus. Et à droite, dans le terme T mu nu, ça correspond à une densité d'énergie qui correspond à la masse d'un objet qui courberait l'espace-temps. Et le lien entre cette courbure et l'énergie de l'objet que l'on considère, c'est le terme qui contient la gravité avec le symbole G et la célérité de la lumière avec le symbole C à la puissance 4. Et c'est cette relation entre énergie, courbure de l'espace-temps, donc la géométrie que cela va induire sur l'espace-temps, que Einstein a relié dans cette équation-là. Oui, donc d'habitude on en parle comme le côté droit, c'est le terme source, c'est la source de la courbure. Donc on imagine une surface qui est plate et on met une masse et cette masse courbe l'espace-temps et crée comme une dépression dans l'espace-temps qui font que les objets sont attirés vers cet autre objet. Décrivant donc l'espace-temps comme une structure qui a un effet physique, la gravité, et mais de façon théorique, de façon et donc l'étude d'Einstein est très belle et incroyable. En fait, il y a eu des avancements très grands qui ont été faits dus à ces équations, mais il n'a pas dit c'est quoi qui courbe ici, cette partie de la gravité. Il nous a pas dit c'était fait de quoi l'espace-temps. L'espace-temps qui courbe, cette truc qui courbe. C'est pas simplement un outil mathématique en fait, il y a aussi une réalité physique derrière cette courbure. Oui, exactement. Alors qu'en général, c'est considéré comme un outil mathématique. Mais clairement, ça fait un effet physique. Et quand on l'utilise, cet outil mathématique, ben on voit les résultats physiques de cet outil. Et aussi, ce qui est important de voir, c'est du côté droit, ce qui s'appelle Stress Energy Tensor en anglais. En français, c'est le tenseur d'énergie. Le tenseur d'énergie. Ce T nu mu, ben c'est la masse, c'est la partie de l'énergie de la masse qui est pas définie. Mais c'est cette masse donc qui n'est pas vraiment définie, elle apparaît comme magiquement et qui courbe l'espace-temps. Donc ça passe comme ça, mais cette partie où l'espace-temps ferait la masse, cette partie, elle est pas adressée. Et c'est cette partie qui m'a vraiment frappé au début de ma recherche sur la physique gravitationnelle et classique. C'est parce que moi je m'imaginais, mais pourquoi l'espace-temps, quand il tourne, quand il se densifie, quand il a des dynamiques spécifiques, pourquoi il ne ferait pas la masse? Hein? Pourquoi ce serait pas une relation entre les deux? Et donc, entre la masse et l'espace-temps, où la masse courbe l'espace-temps, mais l'espace-temps fait la masse. Donc,
il y avait quelque chose qui m'avait frappé aussi, c'était que quand on quand on résout les équations d'Einstein, ce qu'on trouve, c'est un trou noir. Donc, ce trou noir qui est créé, c'est le résultat des équations d'Einstein. C'est naturellement la première solution qui a été trouvée aux équations d'Einstein. Et ça, c'est vraiment bizarre. Je pense que ça avait fait bizarre à Einstein aussi quand ils ont trouvé cette solution. Oui, la solution de Churchill, en fait, c'est la première solution analytique qui a été proposée pour résoudre les équations de champ d'Einstein, donc proposée par Churchill en 1905. Et cette première solution, donc une solution analytique, donc très élégante de l'équation d'Einstein pour un cas simple, dans le cas où 1916. 1916. Ouais, oui, pendant la Première Guerre mondiale. Et donc cette première solution simple, cette première solution élégante pour un cas simple dans le cas où la masse ne tournerait pas, avait deux gros problèmes, deux gros défauts pour Einstein, c'est que elle introduisait cette notion de singularité. Alors deux singularités, une première à l'horizon de Churchill, qui est l'horizon du trou noir qui a été appelé ensuite, mais à l'époque il n'y avait pas cette notion-là. Et la deuxième singularité, la singularité au centre même. Et alors après beaucoup de travaux, on s'est rendu compte que en fait il n'existe qu'une seule singularité, parce que la singularité au niveau de l'horizon, c'est une singularité, on va dire, apparente, qui dépend uniquement de la métrique sélectionnée. Ouais, des mathématiques utilisées. Et par contre, il y a une singularité fondamentale qui se trouve au centre, qui elle ne pouvait pas disparaître mathématiquement, quoi. Ouais, et qui représente une difficulté, par exemple pour la solution de Churchill. Et ça, c'est souvent pas remarqué par les physiciens. C'est que la solution de Churchill, alors on voit bien que là il y a la masse, il y a la gravité, la gravitational constant, la constante gravitationnelle, et la vitesse de la lumière. Donc c'est comme un peu mc carré, mais avec la gravité, mais ça donne un rayon. Donc le rayon du trou noir, le rayon du système. Mais ce rayon, il est très ésotérique, parce que il part d'un point qui a une densité infinie dans le centre du trou noir, et donc on peut pas vraiment trouver ce point. Alors, une courbure infinie. C'est une courbure infinie. Donc c'est plutôt que la solution vous donne une circonférence. Oui, c'est ça, exactement. En fait, quand on regarde les équations de champ d'Einstein, ce qu'on mesure effectivement, ce qui est calculé concrètement, c'est la circonférence de la singularité. Le rayon, c'est pas un rayon géométrique qui est calculé, en fait, c'est vraiment la circonférence, et le rayon est déduit en fait en divisant la circonférence par 2π. Et donc quand on met l'équation sous cette forme-là, c'est vraiment une forme simple pour donner juste l'idée, le principe physique derrière quelques équations mathématiques. Donc là, ce qu'on retrouve, c'est sur le terme de droite, donc la masse énergie qui était déjà présente dans la relativité restreinte, et à gauche, la courbure de l'espace-temps qui en résulte. Et le lien entre les deux, c'est ce facteur qu'on retrouve, qui présente à la fois la constante gravitationnelle et la vitesse de la lumière, et qui correspond à la constante d'Einstein qui est présente dans les équations de champ d'Einstein. Et d'ailleurs, si on regarde la même chose, mais en 3 dimensions... Vas-y, c'est pris. On observe qu'en fait, on relie la densité. Donc là, on a créé à partir de cette relation de mc carré qu'on a divisé par un volume avec le r au cube. On a cette pression qui est reliée à un rayon de courbure à gauche dans un espace à 4 dimensions, donc 3 dimensions de l'espace et une dimension du temps. Et au milieu, et ce qui relie cette densité
d'énergie à cette courbure, c'est ce qu'on appelle donc c'est la force de Planck en G sur C4 dont on va vous parler un petit peu plus tard. Ouais, un petit peu plus tard, mais qui était appelée la constante d'Einstein. La constante d'Einstein. Ouais. Et ici, on voit bien que la densité d'énergie, en fait, c'était mu. Et donc, cette densité, c'est vraiment la source de la masse. Si on voulait le regarder comme ça, on commence à voir. Donc, on a essayé d'ouvrir les équations, de les décortiquer un peu, de les démystifier un peu pour qu'on puisse comprendre le mécanisme plus profond que ces équations-là, ils essayent de nous dire quelque chose. Et on essaye de voir là, on essaie de vous présenter qu'est-ce qu'ils nous ont dit. On peut pas vous donner toutes les réponses. Et puis là, j'ai déjà les gens en arrière dans les bureaux qui me donnent il faut que j'accélère. Mais donc j'ai bien hâte de vous montrer les détails parce que ça change la façon que vous voyez le monde, que vous voyez votre relation avec le monde, parce que vous baignez dans ce champ gravitationnel, vous êtes un champ gravitationnel et il faut comprendre comment ça fonctionne. Et là, on essaye d'ouvrir les équations un peu pour comprendre. Alors, en même temps que tout ça était développé par Einstein, vas-y Olivier, tu voulais avancer? Ouais, en même temps que tout ça a été développé par Einstein, il y avait Max Planck de son côté qui développait des théories pour la thermodynamique. Et ces théories avaient à voir avec essayer de comprendre comment on peut améliorer au début de la physique quantique, comment on pouvait améliorer un filament d'une ampoule. La thermodynamique, la chaleur d'un filament qui fait des photons, qui émerge des photons, et comment on peut décrire ça plus précisément. Et le résultat, donc il a dû s'imaginer, c'était commun de faire ça, mais il a imaginé donc un corps noir où tous les photons incidents sur ce corps noir seraient absorbés. Vous savez, comme quand vous portez des pantalons noirs, ils absorbent bien la chaleur et si vous êtes au soleil, ça devient très très chaud. Un corps noir sur lequel tous les photons qui arrivent près, ils seraient absorbés. Alors, c'est très près d'un trou noir, mais la relation n'a pas été faite en physique. À partir de ces équations du corps noir, il pouvait calculer donc l'émission thermodynamique de ce corps noir, l'émission électromagnétique de ce corps noir. Le problème, c'est qu'avec les équations à l'époque, quand il faisait ce calcul, l'émission ultraviolette de ce corps noir était infinie. Ça divergeait à l'infini et ça donnait pas la bonne réponse parce que dans le labo, on mesurait pas de l'ultraviolet à l'infini. Donc, il a essayé de trouver comment faire l'équation pour que ça fonctionne. Et il a donc trouvé ce qu'on appelle la Planck Law, la loi de Planck. Hein? Et quand il a trouvé la loi de Planck, là, il y a Olivier qui avance les slides parce que je parle trop et ça prend trop de temps. Mais le problème de temps, c'est une autre chose en physique. Il a trouvé une fonction fondamentale, il a trouvé une constante qu'il a appelée H, qu'il a dû mettre dans son équation, et cette constante disait que l'énergie électromagnétique, en fait, du corps noir qui sortait du truc, elle était quantisée. Donc, ça quantisait, avec ce H, ça quantisait l'électromagnétisme. Et c'était le début de la physique quantique. Et donc, et là, on voit que l'équation nous dit que l'énergie est égale à H bar, donc ce terme,
multiplié par la fréquence. Et ça, éventuellement, ça a été développé par Dirac et d'autres. Et on a quelque chose qu'on appelle H-bar. En fait, c'était H avant. Là, c'est H-bar qui est utilisé typiquement en physique moderne, où le H est sur 2π. Et 2π représente une circonférence. Donc, on retrouve une circonférence. Oui, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Max Planck, lui, il étudiait ce qu'on appelle maintenant des oscillateurs harmoniques. Donc, il voyait la matière comme un ensemble de ressorts, en fait, qui oscillent. Et en fait, ce que nous dit cette constante de Planck réduite, c'est comme on a des circonférences, c'est qu'en fait, les ressorts, c'est pas des objets, on va dire, linéaires, c'est en fait des objets qui tournent. Et on a le même effet au niveau des équations, mais au niveau de la physique, c'est très différent d'avoir quelque chose qui tourne d'un ressort en fait qui oscille simplement dans une seule direction. Ouais, et puis là c'est vraiment important parce que c'est un problème fondamental ou typique en physique, c'est qu'on fait des analogies. Et quand on fait une analogie, si on fait une analogie qui est pas nécessairement enlignée ou correcte avec ce que la nature fait, on peut, même si ça donne la bonne réponse mathématiquement, on peut avoir la mauvaise visualisation dans notre tête de comment ça marche le truc, comment ça fonctionne, parce que on peut faire les maths donnent la bonne réponse qu'on utilise un ressort ou qu'on utilise un truc qui tourne, un oscillateur qui tourne, mais quand on a un oscillateur qui tourne, on est beaucoup plus près, d'après moi et d'après ce qu'on a trouvé, de la vérité d'un oscillateur électromagnétique que d'un ressort. Donc c'est vraiment important d'examiner les visualisations qu'on fait de notre univers parce que ça peut nous amener dans la mauvaise direction. Donc ce petit oscillateur nous disait donc que en fait c'est décrit comme un moment angulaire qui est quantisé au niveau quantique. Donc Max Planck a trouvé ça et le petit oscillateur si on regarde en relation avec la première partie de notre présentation, il y a une relation, alors qu'elle n'est pas faite directement d'habitude en physique, elle n'est pas claire en physique, entre ce que Max Planck a trouvé et entre ce que Einstein a trouvé. Et cette relation, elle a à voir avec comment on décrit la masse. Alors, ce qui est important de comprendre, et ça c'est très très important, et ça c'est très très ignoré, ce qui est important de comprendre, c'est que quand Max Planck a trouvé cette équation, il y avait un autre bout à l'équation qu'il a trouvé un peu après, qui s'est rendu compte qu'il manquait une partie à l'équation. Ah, tu me le montres. C'est celle-là. C'est l'énergie du zéro point. L'énergie du point zéro. Désolé. Et donc, il y avait une partie de l'équation qu'il a trouvée plus tard. Et cette partie disait que, en fait, quand on regarde l'oscillateur, même si on le refroidit jusqu'à 0, si la température tombe à 0 Kelvin, donc il devrait avoir rien, tout devrait être mort, il n'y a rien qui se passe, c'est 0, forget it, ok? Ben, en fait, ça oscille violentement. C'est-à-dire qu'il y a de l'énergie, mais beaucoup d'énergie, qui est encore présente. Et en fait, l'équation diverge et dit que l'énergie va à l'infini. Et ça, c'est très commun à ce qu'on parle de trous noirs dans l'espace-temps et tout ça. Tout d'un coup, on trouve quelque chose de similaire. Et on a comme vraiment si on regarde
tout ça avec les mains, hein, parce qu'on vous donne pas les détails, on vous les donne dans les papiers, mais on voit que en fait, d'un côté, on a perdu la divergence de l'ultraviolet, donc on a trouvé comment avoir la bonne réponse, mais d'un autre côté, on a découvert que l'espace-temps, au niveau quantique, il oscille avec de l'énergie à l'infini. Et cette oscillation, on peut pas s'en débarrasser dans les équations. Ouais, c'est à la fois surprenant parce que cette énergie du point zéro, elle est fondamentale à la mécanique quantique et elle est fondamentale sous plusieurs aspects. Déjà mathématiquement, elle est indispensable pour que les commutateurs qui sont utilisés en mécanique quantique, les opérateurs, ne doivent pas commuter pour des raisons mathématiques et cette non-commutation est assurée par l'énergie du point zéro. Physiquement, ça veut juste dire que les opérateurs, pour être stables, doivent avoir cette énergie du point zéro, sinon ils dégénéreraient très rapidement et tendraient vers zéro et la matière ne pourrait pas exister. Ouais, et c'est des particules qui se créent, qui sont détruites et qui se recréent et tout ça, qui fluctuent dans le vide. Oui. C'est comme une mer de particules qui fluctuent. Oui, et d'ailleurs, Dirac l'appelait la mer de Dirac où les électrons rentraient, apparaissaient et étaient créés. Mais ce qui a vraiment perturbé les premiers physiciens quand ils ont découvert cette énergie du point zéro, c'était tout d'abord qu'elle n'apparaissait pas à l'échelle macroscopique. En apparence, elle n'apparaissait pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça que là, quand on regarde l'équation du bas, qui est la densité spectrale, on reconnaît bien la loi de Planck, qui est la première partie, mais le deuxième terme, qui est cette énergie infinie, le 1,5 qui apparaît dû à l'énergie du point zéro, dans le papier de Planck, dans le livre de Planck de 1911, ce terme, il s'était arrangé Planck pour le faire disparaître. Parce que lui, à ce moment-là, il n'avait pas la connaissance pour penser que ce terme-là puisse exister. Ouais. Et comme il n'était pas en apparence observé à l'échelle macroscopique, à l'échelle expérimentale, il l'avait négligé. Ouais. Alors que maintenant, on sait qu'il existe et il y a plein d'expériences qui permettent de le constater à l'échelle du laboratoire, comme les expériences sur l'effet Casimir, l'effet Casimir dynamique, oui. qui est d'ailleurs très intéressant et peu connu, l'effet Casimir dynamique, puisqu'il permet, en faisant osciller des plaques dynamiquement, donc des plaques très proches, il permet de créer des particules directement à partir du vide. Alors là, en général, c'est des photons. Photons, oui. Des photons qui sont générés juste directement du vide, juste du fait de l'oscillation des plaques. Ouais, c'est comme faire une petite dépression entre deux plaques dans l'énergie du vide. Hein, on met deux plaques assez près pour que les longues longueurs d'onde ne puissent pas aller entre les plaques et ça crée une force. Hein, parce qu'il y a plus de longueur d'onde à l'extérieur qu'à l'intérieur, ça fait une dépression et ça les pousse ensemble. Et si on les fait osciller très très vite, on pompe des photons du vide. Donc il est très très réel ce champ. Et ce qui est très surprenant, c'est que donc ce champ découvert donc début du XXe siècle était très réel et à l'époque tous les physiciens en parlaient. Et d'ailleurs une anecdote amusante de Princeton qui s'est déroulée à Princeton en 1954 où on reconnaît sur la photographie Albert Einstein à gauche, Yukawa au centre et Wheeler à droite qui échangent les mots suivants. Oui, on a mis des petites bulles. On s'est imaginé que c'était dans ce moment-là qu'ils ont échangé ces mots. On sait qu'ils ont dit ces mots. On ne sait pas s'ils les ont échangés dans ce moment-là, mais ils ont l'air de bien se marrer. Alors on s'est dit, c'est peut-être là que ça s'est passé. Mais Einstein disait, les objets physiques ne sont pas dans l'espace, mais ces objets sont une extension de l'espace. L'objet est une extension, il n'est pas séparé de l'espace, c'est une extension de l'espace. Ainsi, le concept d'espace vide perd son sens. Et puis, Wheeler, qui nous dit,
aucun point n'est plus central que celui-ci. L'espace vide n'est pas vide. C'est le siège de la physique la plus violente. Et ce qu'il voulait dire par là, c'est que c'est très, très, très énergétique. Donc, ouais. Ouais, exactement. C'est-à-dire que c'est cette création et annihilation et destruction de particules permanentes, même si en moyenne apparaît comme nulle, au niveau énergétique, à cette énergie infinie dont on a parlé tout à l'heure. Et il faut imaginer, même si un peu loin de ces échelles-là, parce qu'on parle des échelles vraiment infinitésimales, même subatomiques, c'est un peu comme si on regardait un océan de très très loin. On a l'impression que l'océan est plat, mais dès qu'on vient s'approcher de la surface, là on se rend compte qu'il y a des vagues et même des vaguelettes sur les vagues et toute cette dynamique en fait crée une ressource, en tout cas une réserve d'énergie importante. Ouais, ça c'est une très bonne visualisation. Même à quelques centaines de mètres de la surface de la mer, on pourrait avoir des vagues de quelques mètres de haut et ne pas les voir. Ça aurait l'air plat. Et quand on s'approche, et ça c'est une chose qu'on n'a pas mentionnée, c'est que ces fluctuations, ils sont à une échelle tellement petite par rapport à notre échelle, des milliards et des milliards de fois plus petite que l'atome, que nous, on les sent pas, on les expérimente pas directement. Alors que, ça, je le dis partiellement parce que vraiment, les échelles, on les a, cette fluctuation du vide, on a peut-être une expérience de ces fluctuations du vide et on l'appelle la matière, on l'appelle la masse. Et c'est les conclusions auxquelles on est arrivé, c'est-à-dire qu'il y a les fluctuations qui sont chaotiques, mais il y a des fluctuations qui sont organisées, qui sont cohérentes. Et quand ils deviennent cohérentes, ça nous fait des particules. Donc, et de la masse, de l'énergie. Donc, pour continuer, pour finir, ces conclusions, que Einstein avait trouvé une relation entre l'énergie et la masse, qu'il avait rajouté la gravité dans l'équation pour faire tourner les trucs et pour essayer de comprendre comment la gravité et la masse étaient en relation, et avec la découverte de Max Planck qui montrait bien que l'électromagnétisme était quantisé, c'était clair que il y avait des différentes façons d'exprimer les concepts d'énergie et de masse, mais quand on commence à les mettre ensemble, on trouve quelque chose encore plus fondamental. Et je sais que là, on va un peu plus loin que le temps qu'on avait prévu. Restez avec nous parce que vous allez pouvoir poser des questions dans quelques instants. J'aimerais bien finir cette conversation. Donc, ce masse de Planck, donc, est une relation. Hein, on peut commencer à la comprendre. On trouve des unités de relation entre ces différentes équations. Et là, cette unité, c'est une unité de masse. Donc, une unité de masse au niveau, comme si on regardait la mer de très près. Là, on commence à voir le grain d'énergie de l'unité de la masse. Et quand on ajoute G ici, hein, la partie qui vient de la gravité, qui vient de la structure de l'espace, on voit que en fait cette élasticité de l'espace, on pourrait dire, est en relation avec ce h bar qui est le moment angulaire de ce fluide, ces dynamiques de fluide de l'espace-temps. Alors là, j'extrapole parce qu'on n'a pas le temps de vous donner les détails,
les détails ont été calculés. Et donc, on se rend compte, tout d'un coup, quelque chose qui est connu, mais que les physiciens n'ont pas vraiment, n'utilisent pas vraiment, hein, que on peut prendre la masse de Planck, donc la masse de ces grains, et on peut la mettre dans l'équation d'Einstein, et on trouve bien un rayon avec un facteur de 2, qui est un facteur géométrique, du rayon de Planck. Donc, du rayon, l'équation d'Einstein nous donne bien le rayon qu'on trouve au niveau quantique. Donc, la relation entre Einstein et le niveau quantique arrive ensemble aux unités de Planck. Et le résultat, c'est que en fait, on peut écrire les équations d'Einstein avec la force de Planck qui sort des unités de Planck, et on se rend compte en fait que cette mer d'énergie, cette mer fondamentale, est la force qui crée les forces de la matière, les forces de la gravité et les forces qu'on appelle la masse. Et là, je saute parce que on n'a pas beaucoup de temps, mais cette force, donc, elle peut appliquer directement. C'est comme la force de base. Comment tu l'expliquerais, Olivier? Alors la force de Planck, elle est vraiment intéressante parce qu'on se rend compte qu'elle vient relier la relativité générale, parce qu'elle apparaît naturellement dans les équations de champ d'Einstein comme quelque part coefficient de normalisation de l'équation. Ouais. Donc ça montre bien que c'est elle qui va définir la force nécessaire pour commencer à courber l'espace-temps. Et d'un autre côté, elle apparaît à l'échelle quantique parce que en fait, elle représente la force forte. Alors c'est vrai que souvent on la voit pas comme ça, mais quand on regarde la description assez rudimentaire des forces à partir des constantes de couplage, on se rend compte naturellement que la force forte, c'est la force la plus forte qui a un coefficient de couplage de 1. C'est la force qui tient les protons ensemble dans le nucléus des atomes. Et c'est par définition la force qui tient, qui fait la cohésion des noyaux atomiques. Et comme Nassim l'a montré dans son papier de 2010 avec le proton trou noir, quand on prend la force gravitationnelle exercée par deux protons trous noirs qui ont la masse d'un trou noir, on retrouve cette force de Planck et donc on retrouve la force forte. Oui. Et éventuellement, on réalise qu'en fait, la masse, c'est en fait une décohérence à une certaine échelle de ce champ fondamental, c'est-à-dire qu'il est présent dans ce champ fondamental, et la masse, elle décohère quand elle passe un horizon d'une surface. Rentrons pas trop dans les détails, on va regarder un petit peu pour la suite. Oui, c'est vrai. Mais c'est un des mécanismes fondamentaux qui permet de comprendre comment fonctionne réellement la gravité et qui a posé problème, qui est un point de blocage actuellement en physique. Ok. Et donc quand on regarde ces unités de Planck, ce qui est intéressant, c'est que naturellement, on voit apparaître ce grain élémentaire de l'espace-temps que Nassim a appelé le Planck Spherical Unit, c'est-à-dire une unité élémentaire qui vient pixeliser, voxeliser l'espace-temps par une sphère qui a un rayon, qui a un diamètre de longueur de Planck. Et ce diamètre de la longueur de Planck qui vient pixeliser permet en fait permet de retrouver cette densité fondamentale du vide qu'on a présenté juste avant et qui est communément appelé le zero point energy. Oui, et les dynamiques de ces voxels, de ces pixels qui s'organisent, nous donnent l'effet gravitationnel et l'effet qu'on appelle la masse. Et qui nous permettent de définir la structure fondamentale de l'espace-temps, qui est peut maintenant être décrit comme un fluide avec pour composant élémentaire ce PSU. Ce grain élémentaire, en fait. Ce grain élémentaire, et ça va être la circulation de ces grains élémentaires qui vont nous permettre de décrire les différents états de la matière.
jusqu'à la création même d'un proton et ensuite de noyaux. Et en fait, on a décliné toutes les équations pour décrire ces flux et expliquer l'origine de la masse, l'origine de la charge, l'origine de toutes les forces en fait qui sont associées à cette pixelisation de l'espace-temps. C'est le flux de la création. Le flux de la création. Ouais. Et vous pouvez y penser comme l'eau dans votre bain. Hein? Ouais. Littéralement, si vous tirez le bouchon, ça fait une circulation qui a un effet énergétique. Et c'est toutes les petites particules d'eau qui tournent ensemble. Donc, l'eau, elle a pas l'air elle a pas l'air d'être faite de particules quand on la regarde de loin. Mais quand on regarde de près, on sait qu'elle est faite de particules. Et c'est ces particules de l'espace-temps qui nous font notre réalité. Et donc, on n'a pas le temps de passer à travers tout ça. Mais juste un mot là-dessus, parce que ce qui est vraiment intéressant et ce qui est marquant pour nous qui venons avec Cyprien, qui venons d'un contexte plus universitaire, c'est vraiment d'avoir identifié pourquoi et où ça fonctionnait pas dans les théories, on va dire classiques de la physique moderne. Et cet ajout fondamental de la structure de l'espace-temps comme un fluide, voire un superfluide, qu'on voit qui correspond en fait très bien à ce que décrit le modèle standard de la physique avec ce qu'ils ont appelé le quark gluon plasma. Il y a des propriétés très similaires, sauf que là on peut décrire notre Planck plasma de façon bien plus simple que ce qu'ils ont fait avec le modèle standard, où les équations ne permettent pas du tout de résoudre les questions. Et on arrive à débloquer là où la physique actuellement était complètement engluée dans des théories trop complexes, quoi. Ouais. Et donc là, on déclinait un peu les difficultés que ça a créées et les difficultés que ça a créées dans la technologie, le développement de la technologie, de ne pas comprendre ce mécanisme et les possibilités. T'allais dire quelque chose? Non, les possibilités que ces avancements auraient pu faire dans la physique moderne et où on arrive en ce moment. Ça va nous donner l'origine de la masse, l'origine des forces, ça va pas nous donner, ça nous donne l'origine de la masse, ça nous donne l'origine des forces, ça nous donne un concept clair des échelles, de la relation des échelles, parce qu'on trouve ces vortex de la structure du vide à toutes les échelles, et ça nous montre que l'extraction d'énergie du vide, elle se fait naturellement par la nature tous les jours, et on appelle ça les atomes, on appelle ça les planètes, on appelle ça les soleils, on appelle ça les galaxies et les univers. Et que si on comprend ces choses-là, on peut facilement, on peut éventuellement, éventuellement, ça veut pas dire la même chose en français. On peut finalement arriver à un endroit où on peut extraire, comme la nature le fait, cette énergie pour notre société, pour notre électricité, pour faire fonctionner toute la vie sur la Terre très très facilement, parce que cette énergie est très très dense, il y en a beaucoup, et si on en extrait très très peu, on aura assez d'énergie pour voyager dans les étoiles partout, contrôler la gravité, parce que après on comprend la gravité à un niveau plus profond. On a évolué jusqu'à maintenant en apprenant à contrôler l'électromagnétisme. On est arrivé à un certain niveau de technologie. Le prochaine étape pour l'humanité, c'est d'apprendre à contrôler la gravité. Et pour faire ça, il faut bien comprendre ce que c'est. Et là, on le découvre. Alors, je suis vraiment excité de vous amener ça pour que vous voyez qu'il y ait une possibilité incroyable pour l'humanité en ce moment, le développement qui va se faire résultant de ces découvertes, mais aussi de découvertes de d'autres chercheurs qui sont aussi à ce niveau-là,
et ce qui se passe en ce moment. Et ce qui est très intéressant d'un point de vue technologique, c'est que quand on comprend comment fonctionnent les atomes réellement, c'est exactement de cette même façon, en reproduisant exactement ce que fait la nature tous les jours, comme tu le disais, qu'on va pouvoir, nous, de la même façon, extraire l'énergie et nous en servir. Oui. C'est du biomimétisme. C'est du biomimétisme au niveau le plus profond. Fondamental. Fondamental. Et donc, c'est d'enligner nos technologies avec la nature. La nature de l'univers, la nature du fonctionnement de l'univers. Et donc, ces technologies vont être développées à ISF et nous avons besoin de votre aide. Nous avons besoin de votre aide le plus profondément possible. Nous avons besoin de chacun de vous, que ce soit de comprendre cette information, d'évoluer avec cette information, de propager cette information et de nous aider financièrement pour les laboratoires, pour la recherche et tout ça, de participer à nos séminaires. Maintenant, il va y avoir des séminaires qui vont être périodiquement pour apprendre. Donc, on a un séminaire qui aujourd'hui, ce soir, vous pouvez vous inscrire sur le site d'ISF qui est spacefed.com. Vous pouvez vous inscrire pour ce séminaire. Ce sera en septembre en anglais et en octobre en français. Et ça, ce sera pour layman, comment on dit layman? Pour le grand public. Pour le grand public. Et ça va être simple. Aujourd'hui, c'était un peu compliqué parce qu'on faisait tout avec les mains. Ça va être simple, ça va être clair et ça va vous apprendre des choses très, très importantes à propos de votre existence et de l'univers. Et donc, venez nous soutenir, soutenez-vous avec nous, évoluez avec nous, venez nous voir. En septembre ou en octobre, en octobre en français. Et aussi, nous avons un séminaire technique. Alors celui-là, c'est pour les professionnels. Si vous voulez y aller, vous pouvez y aller. C'est gratuit. On le fait gratuit pour les professionnels. Ça va être 2 heures avec 1 heure de questions. Mais ça va être tout du jargon de physique. Alors si vous n'êtes pas un professionnel, vous allez vous ennuyer. Mais ça peut peut-être vous intéresser quand même. Mais celui-là, ce sera en septembre. Donc, on va publier le premier papier dans les semaines qui suivent. Et après, on va faire un séminaire technique pour tous les professionnels, les physiciens, les ingénieurs, les biophysicists. Et les gens qui sont intéressés en général. Donc, vous pouvez vous inscrire. Je voulais finir avec un petit vidéo qui vient de notre staff administratif, notre groupe administratif qui voulait vous dire le bonsoir et qui voulait vous dire des choses qui vont aussi venir pour pouvoir vous impliquer. Ce qu'on a besoin, c'est de vous impliquer. On veut travailler avec vous, on veut comprendre avec vous, on veut évoluer avec vous. Donc, venez avec nous et on vous montre ce petit film de quelques minutes et après, on passe aux questions et aux réponses. ISF has its headquarters in Geneva, Switzerland, and laboratories in France. The previous laboratory, Taurus Tech, was in California, so why move to Geneva? Launching these world-changing technologies requires the ultimate strategy. Several inventors have created over-unity energy production, yet their technologies never make it to market. Stephen Greer recently did a great documentary on this subject. This technology must be deployed across all nations around the world, giving no country a strategic advantage over another. Neutrality is a cornerstone of Swiss foreign policy, which is necessary for this to happen. Geneva is strategic in that it is a worldwide center for diplomacy. It is headquarters to many agencies, such as the United Nations, and it hosts the highest number of international organizations in the world.
For the past year, we have been preparing for the move to Europe, and in April, we finally packed up the laboratories in California and shipped everything over to France. Here we are packing up our location in San Clemente, California. We worked hard here. And here's some video of our new location in France. Many of you have followed Nassim's work for years. Several of you have taken the Unified Science courses through Resonance Science Foundation, joined a trip, or followed him online. And maybe some of you are new to all of this. While Nassim was the driving force for decades, he is now surrounded by highly trained professional teams, both in the scientific and administrative structures. I'd like to introduce you to the rest of our team. Starting with the scientific team, you've already met Nassim Haramein, and he's been accompanied by Olivier Alaral, physicist, and you also met Cyprien Gourmand-Perez, physicist. I'd also like to introduce you to our Chief Technology Officer, Jean-Philippe Genset, William Brown, biophysicist, Dr. Inez Ordaneta Parada, physicist, Amal Push, affiliate physicist, Maria Carolina, astronomer, Thomas Louisel, technical assistant. Now I'll introduce you to our administrative and business side. Rito Fierce, our Chief Financial Officer, Thibaut Verbiest, our Chief Legal Officer, Jamie Johnson, Chief Operating Officer, Christina Bluet, Executive Assistant, and several others from our support and marketing teams. This merger of companies creates a symbiotic relationship among our three pillars of focus: theoretical research, education of unified physics, and research and development of advanced technologies emerging from unified physics. Our educational programs include the Unified Physics modules, online and live educational workshops, and in the near future, accredited technical programs for students of various scientific studies, from advanced fundamental physics to biophysics, chemistry, and many more disciplines, including discoveries and research in archaeology completed at ISF and relevant to space exploration. Thank you everyone who has supported this work through your involvement and contributions over the past decades. You've helped build the launchpad that has taken us to this next level. And now, more than ever, we can use your help. In the coming weeks, you'll see many announcements. When you enroll in the ISF educational workshops, it is not only an educational and transformational opportunity, but most importantly, it is an opportunity to support the research and development of the technologies of the future. C'est la première fois que Nassim fait appel à sa communauté, à tous ceux qui l'ont supporté et soutenu ces dernières années. Nous allons lancer ce qu'on appelle en anglais un perpetual bond, en français une obligation perpétuelle. Alors c'est quoi ? Une obligation perpétuelle, ça fait penser un peu à la physique, c'est un instrument financier qui permet à ceux qui souscrivent à cet instrument eh bien, de participer au profit, à une quote-part des profits qui seront générés par l'ASF dans les mois et dans les années qui viennent. C'est une manière aussi de financer tous les développements à venir. We will also have membership and investment options, giving you the opportunity to invest in the future with us. If you'd like to receive more information about the membership and investment opportunities, go to the link provided. You will receive more information when the programs launch. Et les détails seront annoncés en temps voulu, mais vous pouvez déjà vous inscrire pour être tenu au courant sur un lien qui vous sera communiqué. Remember, we are an independent organization and research facility with no involvement from corporate special interests. We operate with the support of all of you. Come with us on this journey and lead the world to a new way of understanding ourselves and the universe around us. We can only do this together. Thank you.
Bon, eh bien, maintenant, c'est votre tour de poser des questions. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de questions. Et puisqu'on a été un peu long, on va essayer d'en répondre le plus possible. Mais Olivier, t'as reçu des questions? Alors oui, il y a une question qui revient souvent, c'est comment toute cette théorie s'applique concrètement en termes d'application et qu'est-ce qui fait que ces applications maintenant peuvent sortir pour le grand public? Ouais, ça c'est ça, il y a plusieurs niveaux de problématiques dans cette question. Il y a la production d'énergie ou la production de la technologie, mais il y a aussi les structures sociales et financières de notre monde et toutes sortes d'implications vraiment profondes à ce genre de développement de technologie. Mais c'est sûr que à partir de théories fondamentales de la physique, comme on a vu dans l'histoire de la physique, le développement de la théorie de relativité nous a amené des technologies beaucoup plus avancées. Par exemple, quand on utilise notre téléphone et on utilise le GPS, ben il y a Einstein là-dedans qui nous donne bien les bonnes coordonnées pour qu'on soit au bon endroit au bon moment. Et ben aussi la théorie de la physique quantique, donc des théories fondamentales, nous ont amené des technologies très avancées sur la façon qu'on utilise les champs électromagnétiques et tout ça pour que nos instruments fonctionnent et nos téléphones et tous les trucs qu'on utilise. Et donc, il y a toujours des applications très profondes et transformatives pour la société de ce genre de théorie. Malheureusement, depuis Einstein et Planck, il y a eu un peu d'Irak, il y a eu d'autres. Ben, évidemment, il y avait Maxwell avec, il faut pas l'oublier, Maxwell avec Planck et, euh, et Einstein, mais il y a depuis tout ce temps-là, il y a eu des améliorations de technologie, mais pas des nouvelles technologies fondamentales, Oui, en fait, transformatives. c'est comme s'il y a eu un petit passage à vide parce que les grandes théories modernes comme la théorie des cordes qui essayait d'expliquer la gravité à l'échelle quantique ou la théorie des particules avec le modèle standard qui prétend expliquer comment fonctionne l'atome et le proton en particulier. Ces théories, bien qu'elles semblent marcher et qu'ils pensent qu'elles fonctionnent, montrent quelque part qu'elles ne fonctionnent pas puisqu'elles ne permettent pas de déboucher à des théories concrètes. À la grosse différence de quand on a compris en fait, la dynamique des fluides qui est responsable de la nature même du proton, on peut commencer à reproduire ça à une autre échelle, à une échelle macroscopique, et cette fois-ci tirer directement l'énergie du vide, l'énergie électrique, hein, pas comme quand on fait de la fission ou de la fusion où on ne retire que de la chaleur, donc une énergie, on va dire, de basse qualité. Là, on tire directement, on peut tirer directement un courant électrique qui est directement exploitable. Et là, ça montre qu'on a une théorie qui fonctionne. Et de la même façon, une fois qu'on a compris la vraie nature de la gravité, la vraie nature des forces, on peut contrôler la gravité et du coup voyager dans l'espace bien plus facilement qu'en tirant des roquettes, quoi. Oui, le contrôle de la gravité et l'extraction de l'énergie à partir du vide quantique vont avoir des impacts très fondamentaux sur la société humaine et ces technologies, ben ça fait presque 100 ans qu'il y a des inventeurs ici et là, souvent dans des garages, qui en trouvent des petits bouts, qui trouvent des effets non linéaires, qui sortent ils savent pas nécessairement de où, ils comprennent pas nécessairement la théorie qui fait que c'est possible de sortir de cette énergie.
Et je veux bien dire aussi, et puis il y a un film qui a été fait dernièrement par Stephen Greer qui s'appelle The Lost Century, si vous avez une occasion de le voir, qui parle de toutes ces technologies qui sont sorties pendant les années dans l'histoire. Mais il y a aussi le fait que s'il n'y a pas un contexte théorique pour comprendre ces choses, ça fait un peu magie bizarre. On comprend pas d'où ça sort, ça casse les lois de physique, alors que ça casse pas les lois de physique. Ça dit juste qu'il y avait une source d'énergie qu'on ne connaissait pas, qu'on peut exploiter. Donc ça casse rien en physique, et que sans ce contexte théorique qui et les mécaniques, la compréhension des mécaniques qui font cet effet, ces technologies ne peuvent pas émerger. Alors, la différence ici, c'est qu'on a développé un contexte théorique qui nous donne des réponses très, très précises sur la nature de l'univers et qui nous amène à ces théories, à ces technologies. Ouais. Donc ça, c'est très important et c'est une très bonne question parce que c'est bien la théorie et puis tout ça, mais les gens en général, si ça fait pas quelque chose dans leur maison, si ça fait pas quelque chose dans leur vie, bon, c'est bien, hein, mais c'est pas nécessairement très utile. Alors, mais là, je vous promets, ça va changer les choses. Alors on avait une deuxième question sur le chat, c'était pourquoi avoir déménagé depuis la Californie à Genève? Oui, alors là, il y a plusieurs raisons et ça a à voir avec justement ce développement de ces technologies et de les amener dans notre société, de les amener dans nos structures, dans nos gouvernements et tout ça. Et moi, premièrement, je suis né à Genève. J'adore les montagnes. Je m'ennuyais des montagnes et aussi de la bonne bouffe en Europe et du chocolat. Et j'ai donc eu aussi été tiré vers la Suisse, mais aussi parce que l'Europe, la Suisse est un endroit qui est neutre, c'est un pays qui est neutre. Il y a le siège de l'ONU et il y a il est dans une position, la Suisse est dans une position de faire que ce genre de technologie pourrait être déployé sur la Terre partout également de façon neutre. Et ça, c'est très, très important qu'il n'y ait pas d'asymétrie dans le déploiement de ce genre de connaissances, même au niveau théorique et au niveau technologique. Donc, la Suisse me semblait un endroit idéal pour faire ce genre de recherche. Alors, il y a une question qui revient aussi beaucoup, c'est les gens demandent si tu donnes cette énergie à l'humanité, est-ce qu'elle est prête pour la recevoir et l'utiliser à bon escient? Ouais, ça c'est une question difficile à répondre parce que je ne suis pas je n'ai pas l'arrogance de pouvoir juger l'humanité, mais je pense que l'humanité arrive à un endroit où il se rend compte que c'est un endroit de non-retour, c'est-à-dire qu'il faut que ce genre de technologie émerge, sinon la possibilité pour notre civilisation de continuer à avancer devient très, très dramatiquement réduite et qu'on risque de retourner à un état très primaire ou de cesser d'exister complètement. Et donc, je pense que en ce moment, c'est pour ça que je vous parle, c'est que
je pense que l'humanité est en train de faire une transition vraiment fondamentale dans leur conscience, dans leur compréhension de comment interagir avec l'un et l'autre, d'unification, j'espère, d'unification entre les humains, puisqu'on est tous sur la petite terre qui se balade dans l'espace de façon effroyable et qu'on est tous liés l'un à l'autre dans cette aventure et que cette technologie donc va nous libérer et qu'elle peut nous libérer et qu'elle va être utilisée à bon escient pour la libération de l'humanité. Je suis très enthousiaste de voir la transformation qui s'est passée dans les dernières années de la population en général sur la planète. Je pense qu'on y arrive, ce niveau de maturité y arrive, malgré que ça peut ne pas sembler être le cas en ce moment. Je pense que le développement qui se passe au niveau de la conscience de l'humanité est en pleine course vers cette transformation et que si cette transformation ne se passe pas, de toute façon, ça va être la fin de l'humanité, de la façon qu'on la connaît en tout cas, et que cette transformation, elle est imminente, elle est demandée et il faut la faire. Et d'ailleurs, en lien avec cette transformation, cette implication de l'humanité, on a aussi une question qui est revenue très souvent sur savoir comment on peut contribuer justement à cette aventure à travers ISF, qu'on soit scientifique ou non finalement. Comment on va pouvoir participer à cette aventure. C'est une question qui est beaucoup revenue. Ouais. Mais justement, prenez les séminaires, éduquez-vous et venez avec nous dans cette grande aventure. Ça nous aide. Vous avez aucune idée combien ça nous aide de pouvoir connecter avec vous et vous parler et tout ça et que vous nous aidez financièrement. On va avoir, comme le petit film qu'on a fait vous disait, on va avoir, Thibaut vous disait, on va avoir des façons d'être impliqué, d'investir, de rentrer, de devenir membre de l'ISF. C'est la base de l'agence spatiale du futur. L'agence spatiale qui va nous amener dans notre système solaire et au-delà et ça il faut que vous veniez avec nous, que vous deveniez membre, que vous poussez cette information dans la société, dans notre civilisation et que vous nous aidiez à arriver parce que j'ai été voir Oppenheimer l'autre jour et c'est un très bon film. Ouais, un film sur le projet Manhattan. Ouais. Ça, la création de la première bombe nucléaire. La création de la première bombe nucléaire. Alors, c'est pas nécessairement très très positif. Positif, oui, comme projet, mais c'était nécessaire à cette époque. Et on a vu que juste de développer le concept à partir des équations qui avaient été écrites par Einstein et par d'autres pour amener notre niveau de civilisation au niveau nucléaire. Ça a pris quelques années avec un développement qui a coûté, je pense à l'époque, 2 milliards de dollars. Ce développement, en 1940, dans les années 40,
2 milliards de dollars, c'était très, très gros. Et nous allons faire quelque chose de beaucoup plus complexe. Et on n'a pas besoin de milliards et de milliards au début, mais on a besoin de votre support. On a besoin de votre support financier, de votre support de groupe, d'énergie et d'amener ça pour le monde. Ouais, j'avais envie aussi d'ajouter tout particulièrement sur ce message de transmission de la connaissance que nous on a envie de diffuser. Et aussi, il faut savoir que ces théories qu'on développe vont avoir des implications dans plein de domaines différents, en plus donc de la gravité, de cette énergie, de cette création d'énergie. Et on va chercher à aussi créer plein de collaborations de recherche. Donc ça, c'est plutôt pour un message pour les scientifiques. On va chercher à créer un maximum d'interactions pour pouvoir faire aboutir ces théories même dans le plus grand nombre de domaines possibles. Oui. Ben là, on nous a donné il faut arrêter. Je suis vraiment désolé. On n'a pas pu prendre beaucoup de questions. La prochaine fois, au séminaire, on se revoit en septembre ou en octobre. Et puis, j'ai très, très hâte de vous montrer le reste, de vous amener le reste des informations. Et puis, jusqu'à ce temps-là qu'on se revoit, nous, on va continuer à travailler. On travaille fort. On va continuer à travailler. Et on vous souhaite que le vide soit avec vous. Et on vous revient très, très bientôt. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir.